Bonjour la belle jeunesse, c'est Maxime Bourgeois et aujourd'hui je vais vous présenter l'histoire du tirage au sort. Aux origines, l'histoire du tirage au sort était basée sur la chance divine. Bien avant les mathématiques, les ordinateurs et les tirages télévisés du loto, les humains croyaient que le hasard, c'était la voie des dieux. Dans les civilisations les plus anciennes, Mésopotamie, Égypte, Israël, on utilisait déjà le tirage au sort. Mais attention, pas pour désigner un gagnant du tombola, non, pour savoir ce que voulait le ciel, donc les dieux. Voici un premier exemple, les pour de Mésopotamie, environ 2000 ans avant Jésus-Christ. En Mésopotamie, on tire au sort en lançant des petits objets, des cailloux, des osselets, des morceaux de bois. Ces objets s'appellent des pour, et c'est d'ailleurs de là que vient le mot Purim, une fête juive encore célébrée aujourd'hui. Quand un roi hésitait avant une bataille ou qu'un prêtre devait savoir quel dieu apaiser, on lançait ces objets sur le sol. Si un certain symbole apparaissait, cela signifiait les dieux sont favorables. Si un autre apparaissait, il valait mieux remettre le projet à plus tard. Exemple numéro 2 avec l'Égypte ancienne. En Égypte, le tirage au sort apparaît aussi dans certaines pratiques religieuses. Par exemple, les prêtres pouvaient tirer au sort pour choisir quel dieu invoquer ou quelle offrande faire. Dans certains temples, on trouvait même des urnes avec des papyrus portant des messages divins. Les fidèles tiraient un papyrus et découvraient la réponse du dieu. C'est en quelque sorte les premiers oracles aléatoires, un ancêtre mystique de nos cookies chinois ou de nos applis de tirage spirituel. Troisième exemple, le tirage au sort dans la Bible. Le tirage au sort traverse aussi la tradition biblique. Dans le livre de Josué, par exemple, le peuple d'Israël se partage la terre promise par tirage au sort. Oui, littéralement, on jette des cailloux gravés des noms de tribus et le hasard, ou Dieu, décide qui reçoit quelle terre. Plus tard, dans les Actes des Apôtres, les disciples de Jésus utilisent aussi le tirage au sort pour désigner le successeur de Judas, c'est Matthias. Choisi non pas par vote, mais par chance. Même pour la tunique de Jésus, après sa crucifixion à l'époque, il était habituel que les soldats qui procédaient à une exécution se partagent les vêtements du condamné. La tunique de Jésus était probablement un vêtement de grande qualité. Le texte précise qu'elle est sans couture, ce qui est donc rare et précieux à l'époque. Pour éviter de la gâcher, les soldats utilisent un procédé aléatoire, peut-être en lançant des dés ou en tirant des cailloux marqués pour désigner celui qui la recevrait. En latin, le mot pour tirer au sort est souvent sortes mittere, littéralement envoyer les sorts. C'est la racine du mot tirage au sort qu'on utilise encore aujourd'hui. Pour ces civilisations, le hasard n'était jamais vraiment un hasard. C'était une façon pour les humains de reléguer leurs décisions à une force supérieure. En tirant au sort, on laissait les dieux décider à notre place. Et si le résultat semblait injuste, c'est qu'on n'avait pas bien compris le message divin. Mais dans la Grèce d'Athènes, les dieux vont peu à peu céder leur place à un autre maître du hasard, le citoyen. Et là, le tirage au sort va devenir un pilier de la démocratie. Les Grecs et la démocratie du hasard, c'est le chapitre numéro 2. Après avoir été un instrument sacré pour comprendre la volonté divine, le tirage au sort entre dans un tout autre domaine, la politique. Dans la Grèce antique et particulièrement à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, la démocratie naissante repose en grande partie sur le hasard. Par exemple, avec le Conseil des 500 qu'on nomme l'aboulé. Athènes va créer l'aboulé, un conseil de 500 citoyens chargé de préparer les lois et de superviser l'administration. Chaque tribu d'Athènes désigne 50 représentants par tirage au sort parmi ses citoyens. Pourquoi le tirage au sort? Pour éviter la corruption, il n'y aura pas de campagne électorale ni d'influence des riches. C'est aussi pour donner à chaque citoyen une chance égale de participer à la vie politique. Aristote, philosophe du 4e siècle avant Jésus-Christ, écrivait dans son ouvrage La politique. Dans la plupart des cités, les magistrats sont choisis par tirage au sort. Il est plus juste de confier aux dieux ce qui est réservé à tous les citoyens que de laisser les hommes décider par élection. Toujours dans l'Athènes antique, certaines élections restent électives, notamment celles qui demandent des compétences techniques, générales, stratèges. Mais la plupart des magistrats civils, même importants, sont tirés au sort, parfois pour un mandat d'1 an seulement. Nous avons comme exemple les archontes mineurs, superviseurs de marché, les juges des tribunaux populaires, et je cite toujours Aristote qui disait « Le plus grand nombre des magistratures est rempli par tirage au sort, afin que tous les citoyens puissent partager le pouvoir ». Alors pourquoi choisir le hasard? Les Grecs pensaient que le tirage au sort était plus juste que l'élection. Les explications ici sont plutôt d'ordre pratique. Une égalité politique, tous les citoyens ont la même chance de servir. Prévention de l'oligarchie, l'élection favorise souvent les plus riches et influents. Les expériences civiques, même un simple artisan,
pouvaient participer à la prise de décision. Notre ami Aristote, encore lui, disait « Le tirage au sort est le garant que la liberté et la démocratie ne se concentrent pas entre les mains de quelques-uns, mais restent le bien de tous. » Et voilà comment un boulanger ou un charpentier de l'Athènes antique pouvait devenir magistrat à Athènes. Un autre exemple sont les jurys populaires qui possédaient des tribunaux populaires gigantesques composés jusqu'à 501 citoyens tirés au sort. Chaque citoyen recevait un jeton pour participer au jury. Cela garantissait que les décisions étaient représentatives et impartiales, car aucun juge n'était permanent ni élu. Aristote, qu'on ne quitte plus, disait « Les juristes sont choisis au sort parmi tous les citoyens qui ont le droit de juger, afin que l'administration de la justice soit impartiale. » Ainsi, à Athènes, le hasard devient un outil de justice et d'égalité. Le tirage au sort n'est plus seulement sacré, il est démocratique, une manière de partager le pouvoir entre tous. Mais le hasard ne s'arrête pas à la Grèce antique. À Rome et au Moyen-Âge, il continue à organiser la vie civile, parfois pour désigner des charges, publiques parfois pour résoudre des conflits. Nous rentrons dans le chapitre 3 sur Rome et le Moyen-Âge, le hasard au service de l'ordre. Après Athènes, le tirage au sort traverse la Méditerranée et arrive à Rome. Mais ici, fini la démocratie directe, le hasard devient un outil d'organisation, de justice et parfois de survie. Et au Moyen-Âge, il va même se retrouver dans les monastères, les cités et les villages d'Europe. À Rome, le hasard est utilisé comme un outil pratique. On respecte la hiérarchie, donc on n'utilise pas le tirage au sort pour gouverner. En revanche, on s'en sert pour répartir des tâches ou des terres entre les légionnaires, désigner des jurés ou tirer au sort des tribuns militaires parmi un groupe restreint, ou encore organiser des jeux ou des cérémonies religieuses. Tite-Live, un auteur romain, disait « Les tribuns militaires furent désignés par tirage au sort selon l'usage pour éviter les rivalités et les accusations de favoritisme. » À Rome, on ne croit pas que le hasard soit divin, mais on s'en sert pour garder la paix entre les hommes. À Rome, on retrouve aussi le tirage au sort dans l'armée romaine. Un usage célèbre, le décimation, une punition terrible où un soldat sur 10 était exécuté, désigné par le sort. Elle était pratiquée surtout dans les légions indisciplinées. Les soldats formaient des groupes de 10, on tirait au sort un malheureux dans chaque groupe, les 9 autres devaient l'exécuter. Selon Plutarque, Crassus, général, ordonna que les soldats coupables de fuite soient punis par la décimation, tirant au sort un homme sur 10 pour mourir. Le hasard pouvait donc être un juge ou une sentence. Au Moyen-Âge, on passe du hasard sacré au hasard administratif. Après la chute de Rome, le tirage au sort ne disparaît pas. Il change de forme et on le retrouve dans les monastères, les villes libres et même dans les cours de justice. Les élections monastiques dans de nombreux ordres religieux ont tiré au sort certains rôles temporaires, comme lecteurs, chantres, serviteurs. Quand plusieurs moines étaient ex aequo pour une fonction, le sort décidait, cela permettait d'éviter les tensions et de préserver l'humilité. Je vous cite ici une source de la règle de Saint Benoît qui date du VIe siècle. « Si plusieurs sont trouvés dignes, qu'on tire au sort celui qui doit être établi prieur, car Dieu révèle souvent sa volonté par le sort. » Un autre exemple dans les cités italiennes médiévales. Au XIIIe et XIVe siècle, des cités comme Florence, Venise ou Sienne combinent élection et tirage au sort pour désigner leurs dirigeants. On parle du système de l'imborso. D'abord, on élisait une liste de candidats jugés dignes, puis leurs noms étaient placés dans les bourses. Les responsables finaux, comme les membres du gouvernement, donc les prieurs, étaient tirés au sort parmi eux. Je vous cite ici une source de Giovanni Villani du XIVe siècle. À Florence, pour éviter la tyrannie, les prieurs furent choisis par tirage au sort parmi les citoyens les plus vertueux. Ainsi, personne ne pouvait prévoir qui gouvernerait demain. Ce mélange d'élections et de hasard était une vraie leçon d'équilibre politique. Le mérite d'abord, la chance ensuite. Un autre exemple, c'est le hasard judiciaire. Dans certaines régions d'Europe médiévale, on avait recours à des ordalies ou jugements de Dieu, parfois basés sur le hasard. Tirer au sort qui doit subir une épreuve ou quel objet sera utilisé dans un duel judiciaire. Même si ces pratiques sont teintées de superstition, elles montrent la permanence du tirage comme arbitre suprême quand les humains ne savent pas trancher. Voici une source de Gratien XIIe siècle. Quand les juges ne peuvent s'accorder, que le sort soit jeté, car par lui, Dieu manifeste la vérité. À travers Rome et le Moyen-Âge, le tirage au sort devient tour à tour un outil militaire, religieux et politique. Il n'est plus la voie directe des dieux, mais il reste un moyen d'éviter les querelles et de maintenir la paix. Et c'est justement au moment où les États modernes naissent que le hasard change de visage. Il devient une affaire de chiffres et d'argent. Bienvenue à la Renaissance et à la naissance des loteries. C'est le chapitre numéro 4, le hasard fait recette. Après des siècles de tirages religieux et politiques, le hasard trouve une nouvelle vocation. L'idée naît à Florence, au début du XVIe siècle. La ville de Florence connaît de lourdes difficultés financières. Le gouvernement cherche un moyen original de remplir les caisses sans augmenter les impôts. En 1930, il organise une grande loterie, Lotteria, un grand tirage au sort public
où les citoyens peuvent acheter un billet pour tenter de gagner de l'argent ou des biens. Le mot loto vient de l'italien lotto, qui signifie part ou destin. Voici une source de 1530. Pour le soulagement du peuple et le bien de la cité, sera institué un jeu nommé Lotteria, dont le produit servira à la défense de la ville. Le succès se répand en Europe. L'idée florentine est un triomphe. Rapidement, les loteries se multiplient. Aux Pays-Bas, 1446, loterie pour financer les fortifications, les canaux, les orphelinats. La France, première loterie royale au XVIe siècle, puis grande loterie publique au XVIIIe siècle. L'Angleterre, en 1569, la reine Élisabeth Ier organise une loterie nationale pour financer la réparation des ports. Voici une proclamation d'Élisabeth Ier. Nous faisons publier une loterie publique pour le soulagement du royaume et la commodité de nos sujets. Le tirage au sort devient alors un spectacle. Les gens se rassemblent sur les places pour voir leur destin tomber d'une urne. Le tirage comme outil de financement public, ces loteries servent à financer des projets publics, construction de ponts, d'écoles, d'universités, restauration d'églises ou d'infrastructures. Parfois même le financement des guerres. En 1612, la ville de Londres organise une loterie pour financer la colonie de Jamestown, première colonie anglaise en Amérique. Le premier voyage vers la future Virginie fut financé non pas par des impôts, mais par un tirage au sort. Les tirages publics deviennent des spectacles. Des enfants innocents tirent les billets devant la foule, une garantie d'impartialité. On fabrique des machines à tirage, urnes en verre, roules sculptées, boules numérotées. Des peintres et des poètes célèbrent la fortune, souvent représentés les yeux bandés tenant une roue. Boccace disait « La fortune tourne sans cesse sa roue, élevant un homme aujourd'hui, le jetant à terre demain. » Oui, c'est un peu l'ancêtre du tirage du loto. La loterie devient un modèle moderne. À la fin du XVIIe siècle, le tirage au sort est devenu une institution. Les États le réglementent et certains commencent à interdire les loteries privées pour garder le monopole. En France, Louis XV crée en 1757 la loterie royale, ancêtre direct de nos loteries modernes. Et au XVIIIe siècle, les mathématiciens comme Blaise Pascal et Pierre de Fermat s'intéressent au calcul des chances, donnant naissance à la théorie des probabilités. Avec la Renaissance, le hasard change de visage. Il devient une machine à rêve, un outil politique et surtout un calcul. Mais il n'a pas fini de nous surprendre, car dans notre monde moderne, du sport au jury, de la politique au loto, le tirage au sort continue d'écrire notre histoire. Passons maintenant au tirage au sort du 19e siècle au 21e siècle, la dernière grande étape de notre histoire. On y voit comment le hasard devient institutionnalisé, scientifique et citoyen. Après la Renaissance, le hasard entre dans la modernité. Il devient un instrument de calcul, un outil d'État, un divertissement national. Et parfois même un symbole de justice et d'égalité. Le 19e siècle, le hasard devient une science. Les travaux de Blaise Pascal, Pierre de Fermat, puis Pierre-Simon de Laplace, on est au XVIIe, XVIIIe siècle, avait jeté les bases des probabilités. Au XIXe siècle, les mathématiciens transforment cette intuition en science du hasard. Les loteries deviennent un champ d'expérimentation statistique. On calcule les chances de gagner, les espérances de gain, les probabilités d'événements et les probabilités d'événements rares. Laplace disait « Le hasard n'est que l'expression de notre ignorance des causes ». Autrement dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des causes qu'on ne comprend pas encore. Après avoir été interdites à la Révolution jugées immorales, les loteries reviennent sous Napoléon III puis se généralisent au XXe siècle. La loterie nationale est créée en 1933 en France pour venir en aide aux anciens combattants et aux victimes de guerre. En 1976, elle devient le loto tel qu'on le connaît aujourd'hui, 6 numéros, une grille, une boule et un espoir. Le décret de juillet 1933 dit qu'il est institué une loterie nationale dont le produit sera affecté au secours des invalides du travail et des anciens combattants. Et oui, derrière le rêve de jackpot, il y avait à l'origine une idée de solidarité nationale. Le tirage au sort est aussi au service de la justice. Depuis le 19e siècle, plusieurs pays, dont la France et les États-Unis, le Canada, utilisent le tirage au sort pour désigner les jurés populaires. En France, depuis 1791, les jurys criminels sont tirés au sort sur les listes électorales. Cela garantit que la justice est rendue par les citoyens et non pas par des professionnels. Le code pénal français dit « Les jurés sont désignés par tirage au sort à partir des listes électorales afin d'assurer l'impartialité des cours d'assises ». Ce principe démocratique, directement hérité de l'Athènes antique, survit encore dans nos tribunaux. Depuis les années 2000, plusieurs pays expérimentent le tirage au sort pour la politique. On parle de démocratie délibérative ou assemblée citoyenne. Exemple en Islande en 2010. 950 citoyens sont tirés au sort pour réécrire la Constitution. En Irlande, où des assemblées citoyennes sont tirées au sort pour proposer des réformes majeures. Exemple, le mariage pour tous ou l'avortement. En France, avec une convention citoyenne pour le climat. 150 citoyens sont tirés au sort pour proposer des mesures écologiques. Dans le rapport de la Convention citoyenne pour le climat, il est dit « Le tirage au sort a permis d'assurer une diversité réelle et de donner la parole à des citoyens ordinaires. Le hasard, autrefois vu comme arbitraire, redevient aujourd'hui
un outil d'égalité politique. Dans nos vies quotidiennes, le tirage au sort est partout. Par exemple dans le sport avec le tirage des poules pour la Coupe du Monde, ou encore pour les Jeux Olympiques, dans les jeux télévisés pour le tirage de participants. Sur Internet, ils décident souvent du gagnant d'un concours ou d'une tombola. Le tirage au sort est devenu une culture du hasard contrôlée. On le surveille, on le filme, on le vérifie, mais on continue à espérer que la chance nous sourira. On ne croit plus au dieu du hasard, mais on continue à y jouer chaque semaine. En conclusion et pour terminer cette vidéo, de la volonté divine à la démocratie, des temples de Mésopotamie aux studios télé du loto, le tirage au sort n'a jamais cessé de guider nos vies, tantôt sacrées, tantôt mathématiques, tantôt citoyens. Il nous rappelle que, face à l'incertitude, nous cherchons toujours à donner du sens à la chance. Aujourd'hui, le mouvement progressiste veut redonner vie à cette idée simple mais puissante, que le pouvoir politique ne soit plus réservé à quelques-uns, mais partagé entre tous. Nous pensons que le tirage au sort des élus encadrés, transparents et représentatifs peut être une réponse aux limites de la démocratie actuelle. Parce que le hasard, quand il est bien organisé, peut devenir l'outil le plus juste de la démocratie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se voit sur un autre sujet. Au revoir!